Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pas seulement parce que la France a battu les All Blacks, pas seulement parce que Macron s'est fait huer devant la terre entière, ça se prend, mais surtout pour moi, parce qu'il y a la sortie d'un bouquin, là, je ne sais pas si tu as vu, un bouquin de Julia Cagé et Thomas Piketty, dont le titre est, parce que le titre est compliqué, Une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales 1789-2022. Ça fait 864 pages et je ne vais pas te dire que je me suis tapé les 864 pages depuis la semaine dernière, je ne vais pas faire semblant. En revanche, j'ai lu leur entretien à l'Obs, j'ai lu les tribunes qui paraissent dans la presse, et jusque, tu vois, en Suisse, la tribune de Genève qui dit « L'avenir de la gauche sera rural ou ne sera pas ». Et ce que j'essaye de dire depuis un an, alors peut-être que je ne le dis pas assez bien, mais voilà, j'essaye de dire « La gauche, elle doit aller reconquérir les campagnes ». Et c'est bien ce que viennent de dire Cagé et Piketty, ils disent « Rapprocher les classes populaires rurales et urbaines, leur montrer ce qui les rassemble, c'est ce que la gauche a besoin d'engager ». C'est ce qu'on essaye de faire sur le numérique, qui éloigne les gens des services publics, à la fois dans les quartiers et dans les campagnes, sur les déserts médicaux. Le premier désert médical, c'est le 9-3. Mais ensuite, tu as la Mayenne, tu as la Sarthe, tu as chez nous en Picardie. Et on vient dire, voilà, c'est le même problème pour les deux. Et ils insistent, ils disent, la gauche doit s'intéresser davantage aux préoccupations du monde des bourgs et des villages qui s'est senti abandonné. Ils ajoutent encore, il paraît indispensable de placer au cœur de l'analyse le très fort sentiment d'abandon qui s'est développé depuis les années 80 et 90 au sein des bourgs et des villages. Depuis un an, on dit quoi? On dit Jean-Luc Mélenchon, il a réussi une très belle campagne et il a fait des super scores dans les quartiers populaires, même parfois à hauteur de 70-80%. Il a réussi dans le centre-ville, souvent dans la jeunesse soucieuse d'écologie. Et il a réussi aussi dans les dom-toms. Mais ça n'empêche qu'il y a des trous et qu'on pense que sur le plan électoral, pour que la gauche gagne, parce que Cagé et Piketty disent la gauche a un gros socle, la gauche elle peut gagner, mais il y a des trous à combler. Un trou qu'ils appellent de géoclasse, tu vois, c'est-à-dire un mélange de géographie et de classe sociale, eh bien c'est des classes populaires des campagnes. Et c'est là-dessus qu'ils mettent l'accent en disant on doit mettre le paquet là-dessus. Je dirais aussi qu'il y a un souci démographique, c'est-à-dire chez les personnes âgées, on fait 11%, on peut pas, dans une France qui vieillit et où les personnes âgées vont voter, on doit faire grimper ça à 15, à 17, à 18%, mais on ne peut pas être à 11%. Mais voilà, je poursuis ce qu'ils disent, parce qu'ils mènent une analyse qu'on posait déjà. Ils disent « Il y a aujourd'hui plus d'ouvriers exposés à la concurrence internationale dans les villages et les bourgs que dans les banlieues et les métropoles. » C'est déjà ce qu'on raconte quand on donnait la statistique sur les Goodyear. Tu sais, au moment de la fermeture de l'usine Goodyear, j'avais fait un sondage sur les 1000 salariés qui se trouvaient là-bas, et les 2/3 se trouvaient à plus de 15 km d'Amiens. Donc tu vois, vraiment hors de la métropole, assez loin. Ils avaient 20-30 km à faire parce qu'ils étaient éloignés dans les villages. Et là, ils viennent dire, Cagé et Piketty, finalement, on a une classe qui reste un peu industrielle ou assez industrielle dans les campagnes et donc qui est soumise à la concurrence, tandis que finalement dans les banlieues et dans les métropoles, on est plus dans les services et donc ça va être moins soumis à la concurrence que ne le sont les campagnes. Et ils disent, les gens des campagnes en veulent au parti de droite comme de gauche d'avoir produit la désindustrialisation. Donc là, évidemment, tu sais, quand tu te lances ces politiques, tu n'es pas un grand chercheur, tu n'es pas le champion de la théorie, tu n'as pas forcément toutes les statistiques, même si tu as une intuition, tu vois ce qui se passe. Et là, bah, tu as une assise, un truc de 864 pages qui vient te dire ce que tu racontes, c'était pas des conneries. Je ne vais pas dire on a tout raison sur tout, mais voilà. Et je pense que leur bouquin là, il doit être croisé avec un autre chercheur, Bruno Palier, qu'on avait déjà longuement cité dans le conflit des retraites, et qui venait dire quoi? Qui venait dire que le ressentiment dans le travail produisait du ressentiment public. Bruno Palier dit « Le sentiment d'être maltraité au travail est redoublé par le sentiment d'être maltraité par les élites. » Et il voit là-dedans le principal moteur du vote Rassemblement national. Mais il est optimiste, puisque, comme d'ailleurs Cagé et Piketty sont optimistes. Et il dit « L'insatisfaction professionnelle populaire pourrait être investie par la gauche, devenir un enjeu majeur de mobilisation. Il faudrait pour cela questionner les formes dominantes de management en France, promouvoir une participation plus grande des salariés aux décisions stratégiques et quotidiennes des entreprises, reconnaître leur travail et l'importance de leur contribution, etc., etc. » C'est vrai que je regarde tout ça comme des bonnes nouvelles, parce que là, on voit le chemin pour devenir majoritaire dans le pays. Un chemin qui est simple, en fond, qui est de dire les Français, tous les habitants de ce pays, doivent pouvoir vivre de leur travail, ils doivent pouvoir bien en vivre,
et ils doivent pouvoir bien le vivre. Et tu as plein de déclarations du gouvernement, des ministres, qui sentent que c'est là qu'est le nœud. Quant à Aurore Berger qui dit, à propos des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, mais l'étendant à tout ce que j'ai appelé métier du lien. Trop longtemps, ces métiers n'ont pas été assez reconnus et valorisés. Ben oui, mais attends, c'est marrant, elle reprend exactement les phrases de Macron, tu sais, dans la crise du Covid, qui dit « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et valorisent si mal. » Les deux mêmes mots, reconnus et valorisés. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Rien. Au contraire, c'est l'inflation qui est venue gréver les petits salaires et, double peine, ça a été les retraites. Et évidemment, rallonger de 2 ans, c'est d'autant plus dur pour tous ces métiers-là. Mais tu as Berger, toujours, qui dit « Comment voulez-vous qu'une mère qui part le matin à 4h30 de chez elle, à propos des femmes de ménage, pour aller nettoyer les bureaux à 6h, soit auprès de ses enfants? Nous devons impérativement changer ces pratiques. » Dans le cœur de la crise Covid, je posais une proposition de loi, je la défendais devant la commission des affaires sociales pour que justement les femmes de ménage ne commencent plus à 6h pour terminer à 9h du matin avec un gros trou dans leur journée avant de retrouver un petit boulot le soir entre 18h et 21h. Et je me faisais balayer par les macronistes. Et maintenant, Madame Berger se réveille. Sur le même thème, toujours, Olivier Véran, là maintenant, sur les crèches, mais qui l'étend à tout le reste, à tous mes métiers du lien. Pourquoi, dans un pays comme le nôtre, prendre soin des autres est aussi peu valorisé socialement et financièrement? Pourquoi? Le mec, il est ministre. Il a été ministre de la Santé. Il a été, tu vois, dans le gouvernement Macron depuis 2017 ou un peu après. Et il vient de dire pourquoi? À cause de lui. Pourquoi? Parce que Macron a fait des promesses de reconnaissance et de valorisation et qui n'a rien tenu de tout ça. Et là, on voit le nouveau ton du gouvernement. C'est « je vous ai compris, mais on laisse pisser ». Tu vois? Ils font des grands signes, des grands câlins, vraiment c'est pas normal. Presque de l'anticapitalisme, hein, parce que tu écoutes Macron. On a quelques groupes de l'agroalimentaire qui font des surprofits, qui ont passé des hausses de prix massives. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Donc c'est je vous ai compris, c'est pas ça qu'il faut faire, mais pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans une contradiction qui devient une tension immense entre le constat qu'en effet ils se gavent, mais que le marché est sacré, qu'on ne veut pas y toucher. Et donc à ce moment-là, ils sont dans la dénonciation, mais absolument pas dans la résolution. Et tu vois, Macron qui disait déjà en avril, à propos des salaires des grands PDG, moi aussi ça me choque. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-dessus? Est-ce qu'il va les plafonner? Est-ce qu'il va dire un rapport de 1 à 20? Ben non, parce que ça serait réguler le marché, et ça, il s'y refuse, il ne peut pas le faire. Les Échos, c'est le journal de Bernard Arnault, c'est le quotidien des patrons. C'est quand même pas un journal d'ultra-gauche qui dit que le taux de marge a bondi de 1,5 point au deuxième trimestre, là, cette année, que c'est passé à 33,2%, donc c'est un quasi-record, et que ça, c'est ce qui a soutenu la vague inflationniste en ce début d'année. Ils viennent dire que non seulement les marges d'entreprise sont importantes, mais qu'en plus, c'est ça qui nourrit l'inflation. Mais contre ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, si, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois? J'ai Bruno Le Maire qui dit « Les distributeurs ont joué le jeu. Ils ont pris un premier engagement, les prix ne vont pas augmenter ou vont baisser à partir de janvier 2024. » Mais tu vois, Bruno Le Maire, c'est un vrai sketch parce qu'il disait en fin août qu'il y a les groupes industriels ne jouent pas le jeu. Il aime beaucoup jouer, il joue beaucoup lui. En juin 2023, certains industriels jouent la montre. S'ils ne le font pas, je publierai la liste de tous les industriels de l'agroalimentaire qui ne jouent pas le jeu fin juin. Mais il n'y a rien qui s'est passé. En mai, il disait, soit les industriels tiennent leurs engagements dans les jours qui viennent, soit j'utiliserai l'instrument fiscal, une taxation pour récupérer les marges. Je leur fais confiance pour tenir parole. Il n'y a rien qui s'est produit, mais ce n'est pas grave. En avril, nous demandons aujourd'hui aux fournisseurs de s'inscrire de façon volontaire dans une perspective de renégociation des prix afin que les prix de cession soient revus à la baisse. Il n'y a rien qui s'est produit, mais ce n'est pas grave. En janvier 2023, nous avons gagné la première manche contre l'inflation. En août 2022, début 2023, on devrait commencer à voir reculer les prix. Bon, bref, c'est un sketch qui dure maintenant depuis 2 ans. Et le résultat, c'est que le taux de marge des entreprises n'a jamais été aussi élevé, qu'il y a une inflation de l'autre côté et qu'on a un grand gavage d'un côté et un rationnement de l'autre. Alors, j'ai dit sur le taux de marge, quand on dit ça, tu vois, ça a l'air de rien sur 1,5 point. En vérité, quand on met ça bout à bout, ça fait des dizaines de milliards. C'est 50 milliards d'euros de dividendes sur un trimestre. C'est dingue, ça n'a jamais été autant. Rien que pour le CAC 40, pas pour toutes les entreprises du pays. Hein. Et de l'autre côté, tu as des Français qui sont rationnés. Alors, c'est le sondage du Secours populaire qui dit que
Là, tu as grosso modo un Français sur deux qui se prive sur ses dépenses de santé, qui se prive sur son alimentation, pas de manière régulière, mais que ça lui arrive. Et surtout, tu as aussi l'hôpital qui est rationné. C'est un service des urgences sur deux qui a fermé cet été. L'école qui est rationnée. C'est un établissement sur deux où il manque un prof aujourd'hui, en ce moment, dans le pays. Tu as même les universités. La ministre qui vient dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va boucler notre budget? Ben, on ne va pas faire la rénovation thermique de nos bâtiments. Tu vois, on te dit que l'écologie est une priorité. Tu as la ministre qui vient te dire, bon, bah, finalement, on ne va pas faire la rénovation thermique maintenant parce qu'on n'a pas les budgets pour. Et donc, il faut faire quoi? Je le disais au patron la semaine dernière. Il faut passer du grand gavage au grand partage. Il y a de la marge, ils le disent, il y a du gras. Ben, il faut que ça profite à tout le monde, tout simplement. Il faut que les Français, tous les habitants de ce pays, puissent vivre de leur travail, bien en vivre et bien le vivre. Je voudrais insister sur le bien le vivre. Il n'y a pas que les salaires. Il y a aussi les horaires. Il y a le temps de travail. Il y a la respiration au travail. Il y a, voilà, pas être tout le temps dans les cadences, la production, les cadences, la production. Là, j'ai entamé un travail parlementaire, même si l'Assemblée n'est pas encore ouverte, parce que j'ai un rapport à rendre sur les accidents du travail, maladies professionnelles, pour le plan de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, si tu veux faire un peu de technique. Et en fait, je veux rebondir sur ce que racontaient Macron et tous les ministres ce printemps, au moment du conflit des retraites. Il disait quoi? Il dit, Macron, j'ai entendu dans les manifestations une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Tu avais Gabriel Attal, qui est son porte-voix, qui se disait fort préoccupé par le bien-être au travail. Bruno Le Maire, qui à lui, il donnait carrément dans le trémolo, il comprenait la colère des Français qui se questionnent sur la finalité de leur travail. Et du coup, ils promettaient tous, pour cet automne, un pacte de la vie au travail, tu vois, où tu aurais dedans, bah oui, améliorer les revenus, faire progresser les carrières, mieux partager les richesses, aider à la reconversion, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle. Il y aurait tout ça qui serait mis en débat. Un pacte de la vie au travail. Finalement, évidemment, j'y ai pas cru un seul instant. L'automne arrive et il n'y a rien de tout ça. Bon. Mais je me suis dit, je vais faire un rapport là-dessus. Je vais faire un rapport sur ce travail qui, pour moi, est comprimé, écrasé, humilié depuis 40 ans, sur les salaires, mais aussi sur le temps. Tu sais, c'est comme si pour bien vivre son travail, pendant longtemps, c'était ce que j'appelle la brasse coulée. C'est-à-dire, tu faisais une tâche, tu respirais. Tu faisais une tâche, tu respirais. Tu faisais une tâche, tu respirais. Et maintenant, c'est devenu de l'apnée. Tu fais une tâche, tu fais une tâche, tu fais une tâche, tu fais une tâche, et tu n'as plus de temps mort. Tu n'as plus de ce que le patron appelle des temps improductifs. On a fait la chasse au temps improductif. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'intensification du travail. Ça se voit par exemple, tu vois, chez les caristes. Auparavant, ils avaient un papier devant eux qui leur disait d'aller chercher en C3, B2. Bon, ils y allaient, ou bien même ils se faisaient leur propre chemin. Ils croisaient quelqu'un pendant qu'ils étaient sur leur chariot et discutaient 30 secondes du match de la veille. Ah ouais, t'as vu l'OM, comment ils se sont fait démonter? Enfin, tu vois, le genre de truc là, quoi. Maintenant, ils ont un casque sur les oreilles, comme toi là maintenant, et qui leur donne des ordres. C3, B2, A4, D7, OK, 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 OK. Et le mec, il rentre le soir et il parle à sa femme comme un robot, il me dit, en lui disant OK, 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 OK. Ça ne respire plus dans le travail. Mais c'est la même chose, on pourrait dire, tu vois, chez Airbus, la chaîne, auparavant, les gars, ils allaient chercher les pièces et les amener sur leur établi devant eux. Alors c'était plus lourd. Mais l'air de rien, ce temps-là où on allait chercher la pièce, c'était un temps de respiration. Maintenant, ça passe au-dessus de leur tête, et ils répètent les tâches, ils répètent les tâches, ils répètent les tâches, ils répètent les tâches. Résultat, les épaules, elles sont plus usées à 50 ou à 55 ans, on me raconte, mais ça commence à 30 ans, l'usure des corps. Mais c'est la même chose chez les auxiliaires de vie. Quand elles badgent, elles ont un temps pour remplir leurs tâches, il faut le faire vite. Là, tu vois, demain, j'interviens aux Assises nationales des EHPAD, donc les établissements pour les personnes âgées. Et à Audruic, qui était le coin de ma grand-mère, une aide-soignante dit « On a calculé, comme on est 2,5 salariés pour 28 lits, ça fait moins de 2 minutes de coucher par personne. Une personne âgée, tu la couches en moins de 2 minutes. T'imagines? Quand on a démarré, elle dit « C'était un moment joyeux le coucher. Maintenant, les résidents nous disent « Bah alors, tu pars déjà ?» Mais on n'a plus du tout le temps de rester un peu avec eux, de leur parler. On n'a même pas le droit de leur prendre la main. Ben oui, parce que ça, c'est possiblement du temps improductif. Et en vérité, c'est évidemment le temps qui est humain.
c'est ce que j'appelle les interstices, tu sais, entre deux pavés, c'est là où pousse le chien dent. Eh bien, c'est dans ce temps-là que l'humanité se reconstitue et qu'elle n'est pas qu'une tâche, qu'elle n'est pas réduite à un producteur, mais qu'elle respire. Et donc, j'aurai une proposition là-dessus, dans mon rapport sur cette question, parce que là, j'ai multiplié les rencontres avec des syndicalistes et des intellectuels, et ce que je reniflais dans mon coin en me croyant un peu seul, en fait, il y a plein de personnes qui le reniflent dans leur coin, mais ce n'est pas encore une grande voix là-dessus, et je pense qu'il y a besoin d'une grande voix qui parle clairement de ça. Comme on parle du temps, je voudrais raconter un truc qui s'est passé ce matin. On enterrait notre copain Patrick, qui était un ancien ouvrier de chez Goodyear, un très grand lecteur. Il lisait à la chaîne. Il trouvait un moyen de remplir sa tâche un petit peu autrement, de gagner un peu de temps. Et c'est comme ça qu'il se faisait des petites pauses à lui et qu'il a lu tous les Rougon-Macquart, qu'il a lu Philippe Cadic, qu'il a lu Barjavel, qu'il a lu Dostoïevski, en grattant du temps à la chaîne, en lisant aussi chez lui, puisqu'il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'internet, il n'avait pas de télévision, donc il lisait beaucoup. Quand je suis rentré chez lui, on aurait cru une annexe de la bibliothèque municipale, parce qu'il y avait des CD partout. Tu aurais cru une discothèque, et il y avait un truc qui se jouait, là, il m'a dit que c'était un Pakistanais. Attends, je vais te retrouver le nom. Rabi Abou Khalil, un Pakistanais qui réside en Allemagne. Tu vois, il avait quand même des goûts assez pointus. Et je lui demandais à Patrick si lui aussi il jouait de la musique. Il me dit, oui, avant. Avant quoi? Avant ça. Parce qu'il lui manquait 3 doigts à la main gauche. Pourquoi? Parce que chez Goodyear, on avait enlevé les systèmes de sécurité aux presses. Il faisait un remplacement, c'était son 2e jour, le 13 juillet 1993, un mardi, tu vois, il s'en souvient forcément quand ça t'arrive. Et donc, Goodyear, la direction avait supprimé les sécurités pour aller plus vite, pour le temps, qu'il n'y ait pas de temps improductif, même sur la sécurité, tu vois. Comme c'était son 2e jour seulement, sans doute une inattention, crac, la machine lui a avalé 3 doigts. Après, ils ont remis la sécurité, ils l'ont remis que sur cette presse-là. Il y avait 4 presses, il a fallu qu'il y ait des accidents sur toutes les presses pour que, une à une, ils remettent les sécurités. Et puis quand toutes les sécurités elles ont été remises, les machines elles ont été envoyées en Pologne puisque Goodyear a été délocalisé. Et là-bas, on peut douter qu'ils aient remis les sécurités, tu vois. Sans doute qu'ils les ont enlevées à nouveau. Bon, Patrick, on ne sait pas si c'est les clopes parce qu'il fumait beaucoup qui l'ont tué ou si c'est les pneumatiques. On ne sait pas si le profil, il lui a arraché seulement 3 doigts ou s'il lui a bouffé toute sa vie. Mais donc on était à l'enterrement ce matin, enfin à la crémation, au crématorium d'Amiens, et tu vois, ça s'est fait encore sur le temps. On avait 30 minutes pour rendre un dernier hommage à notre copain, qui était un personnage, tu vois, qui était un espèce d'original, mais qui ne voulait pas l'originalité, juste, il avait choisi un chemin de liberté. Donc on voulait raconter ça, ensemble, pour se faire du bien. 30 minutes, tu as pour faire ça. Et à 28 minutes, tu as sa compagne qui se lève et qui dit « Bon, bah maintenant, on vous invite à aller faire un tour du cercueil. Patrick, il voulait qu'on écrive dessus pour que les riches soient moins riches et pour que les pauvres soient moins pauvres. » Bon. Et là, tu as le gars des pompes funèbres, je vais donner le nom de la boîte, les pompes funèbres des ortillonnages, qui se lève et qui dit « Ah non, 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 il n'y a plus le temps. » Elle dit bah, « Oui, mais non, mais on aurait bien aimé. Non, mais je suis désolé, vraiment, plus le temps. » Et puis on a été polis, tu vois. On a accepté que finalement, Patrick, jusque dans son enterrement, parce que c'est parce qu'il est ouvrier, je suis désolé, je suis dans mon truc de classe, tu vois. Je suis bourrin, je suis dans mon truc de classe. Mais franchement, tu crois que ça serait un élu de la métropole qui se ferait enterrer? Tu crois que ça aurait duré une demi-heure? Tu crois que ça serait un notable, un notaire, un médecin, tu vois, un ingénieur, un journaliste, un député qui se fait enterrer? Tu crois qu'on lui aurait dit 30 minutes? Non. Non. Et donc, lui qui était ouvrier, il a passé sa vie à la chaîne, et c'est comme si, même pour son enterrement, c'était encore l'usine. Bon, il n'empêche qu'on a quand même raconté des histoires. Ensuite, on allait boire un pot dans une salle municipale à Camon. On a raconté des histoires entre nous. Sur la table, quand on est entré, on pouvait chacun, comme il avait des centaines de bouquins, peut-être des milliers, et que Isabelle voulait s'en débarrasser, il y avait des bouquins, mais il y avait aussi des jetons, parce qu'il collectionnait apparemment les jetons en plastique et les jetons en ferraille pour les caddies, donc j'en ai chopé un. Et comme bouquin, en souvenir de Patrick, qui était un très grand
anticlérical et anti-religion tous azimuts, mais je me demande s'il n'était pas quand même un peu fasciné par ça, parce qu'il aimait faire des trucs de curé, de trucs comme ça. Il avait chanté, par exemple, il était rocker, et à un moment, c'était raconté ce matin, lors d'un concert de rock comme ça, il avait enlevé son t-shirt, s'était foutu à poil, s'était mis comme ça, et il avait chanté Ave Maria a cappella, ce qui avait un peu surpris l'assistance parce qu'il n'était pas vraiment venu pour ça. Et là, tu vois, j'ai chopé un bouquin qui s'appelle La chair, le diable et le confesseur. C'est marrant parce que c'est l'Église qui a répertorié toutes les pratiques sexuelles, mais donc finalement, c'est un livre érotique produit par l'Église, mais pour dire quel est le tarif pour chaque pratique sexuelle. Est-ce que c'est un péché? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe pas? Donc je pense que c'est un livre pornographique produit par le clergé. Donc voilà, c'est en souvenir de Patrick, j'ai chopé ça. Et voilà, ce qu'on doit faire, tout nous, notre possible, pour que les auxiliaires de vie, les caristes et ainsi de suite, et tous les Patrick de la Terre, et demain, ils puissent respirer dans leur travail, bien en vivre, bien le vivre. Voilà. Et de la naissance à la mort, l'humain d'abord.